Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis, que l'on écoute à peu près partout sur les applications disponibles. Aujourd'hui, on a un sujet qui... J'aime beaucoup parler des entreprises qui rayonnent et qui réussissent, même si à la base, d'origine, on se dit « Tabarouette, il faut être culotté pour faire ça ». Et je pense que j'ai un bon sujet là-dessus aujourd'hui. La compagnie Fire Barns a été créée en 2015 par deux entrepreneurs de Québec, Franck Ménard et Pierre-Olivier Drouin, que l'on reçoit aujourd'hui. Deux passionnés donc de bouffe avec l'idée de propager la sauce piquante et la rendre accessible à tous. Les points de vente se sont multipliés évidemment depuis 7 ans. L'entreprise compte maintenant plus de 2000 points de vente. 500 restaurants à peu près partout au Québec vont offrir plus que les services, les produits. Un succès retentissant donc dans un monde de sauces déjà très bien pourvu. D'ailleurs, c'est un élément que j'ai hâte de discuter avec Pierre-Olivier. Mon intention aujourd'hui, c'est de mieux connaître le parcours de l'entreprise et des gens qui sont derrière. On a l'un des deux cofondateurs avec nous, Pierre-Olivier Drouin. Bonjour Pierre-Olivier. Salut Gilles, comment ça va? Bienvenue. Hey, merci de me recevoir, c'est très gentil. Par différentes personnes interposées, on se connaît sans se connaître. Je t'ai déjà croisé à Radio Pirate, parce que tu fais des chroniques avec Jeff. T'en faisais-tu à Choix aussi? J'ai fait quelques chroniques à Choix durant un peu avant la pandémie, durant la pandémie aussi. Mais comme je te disais tantôt, on a fait comme un pré-podcast. J'ai écouté Radio X depuis l'âge très jeune, 18, 19 ans jusqu'à aujourd'hui. Les premières années de Jeff, dans le fond, fin 90, tout ça. Exactement. Tu as été influencé par lui, j'imagine? 100%. Écoute, l'histoire de Fire Barns, il y a un peu de Jeff là-dedans parce que quand très jeune, j'ai commencé à travailler pour l'entreprise familiale. C'est quoi? Mon père avait une entreprise dans le domaine du pétrole en Beauce. Il était un distributeur pétrolier. Plusieurs stations de service, de réseau de livraison d'huile à chauffage dans les maisons. En 2024, dire ça, c'est un petit peu... Ça fait drôle, mais en 2008, avant qu'il vende, c'était encore très populaire. Donc, il a vendu en 2008. Je me suis retrouvé plus de travail. J'ai perdu mon travail, donc j'avais 25 ans. Je savais pas trop quoi faire dans la vie parce que j'étais comme la 3e génération qui est en processus de reprendre. En théorie, vous auriez continué, c'est ça. Exactement. Mais en 2008, il y avait la crise aux États-Unis, la crise économique. Subprimes, entre autres. C'est ça, exactement. Donc, le baril de pétrole était rendu à 150 $. Puis à cette époque-là, en 2008, c'était élevé. Mon père, à ce moment-là, avait reçu des offres pour vendre son entreprise. Mais moi, j'aspirais vraiment à travailler pour mon père. Mais la vie a décidé autrement. Oui. T'as pas l'air trop déçu. Mais parce que tu peux pas prévoir dans le temps ce qui arriverait. Exactement. Puis à ce moment-là, j'étais vraiment perdu. J'avais eu ma première maison à Saint-Georges. J'habitais à Saint-Georges. Et il a fallu que je vende tout. Puis je suis allé à l'université. En fait, j'aime bien dire, j'ai essayé d'aller à l'université Laval. T'as pas fait le chemin au complet? Non, en fait, je suis allé comme adulte parce que j'avais pas nécessairement mon cégep de terminé parce que, comme je te disais, je travaillais dans l'entreprise familiale et mon objectif, moi, c'était de reprendre l'entreprise. Mais... T'es allé chercher de l'admin, c'est un peu ça? Les cours d'admin? Oui, exactement, l'administration des affaires. Mais la vie est super bien faite parce qu'il y a des concepts là-dedans que j'utilise aujourd'hui dans mon entreprise. Ça t'a servi dans le fond? Oh, absolument. Et j'ai fait 2 ans à l'université et je me suis trouvé un poste chez RBC Banque Royale. Donc, comme caissier, en fait, durant mes études, pour apprendre c'était quoi. Donc, j'avais aux alentours de 27 ans. Et 28, j'ai été directeur de compte. Mais avec ma personnalité, qui je suis, être dans un cadre... non, ça marche pas. Ça marche pas. Rien qu'à devoir aller, puis ce que vous faites, là, je dis, ben non. Sauf que tu l'as... Faut que le temps se fasse. Dans le fond, tu l'as deviné et découvert là, à ce moment-là. Mais en même temps... J'ai appris c'était quoi du crédit puis comment obtenir du crédit. Donc, chaque chose... Aussi. Ah oui. Moi, je trouve ça bien parce que tout ce que j'ai appris en travaillant pour mon père, ensuite à l'université et maintenant, quand j'ai travaillé pour RBC Banque Royale, me sert aujourd'hui. Donc, il n'y a rien qui arrive pour rien. Et ensuite, j'étais complètement tanné. Et à cette époque-là, je voulais faire autre chose. Puis, je reviens à Jeff. C'est que dans le temps, Jeff, il martelait toujours le message les jeunes, allez apprendre l'anglais. Allez voir à l'étranger. Ça ouvre des portes. Allez voir ce qui se passe ailleurs. Alors, t'avais ça dans la tête qui te trottait, toi. Toujours. Puis là, à un moment donné, la vie, toutes les étoiles étaient alignées. J'ai tout vendu mes choses ici à Québec. T'étais tout seul, là? Oui. Parce que quand t'es marié avec des enfants, c'est plus tough un peu. À ce moment-là, oui, exactement. Donc, j'avais pas à ce moment-là, j'avais pas de trop. Ça, aucune attache. J'ai tout vendu et je suis parti. J'ai mis mon wakeboard, mon sac de golf dans mon auto. J'étais allé voir mes parents à Saint-Georges. Je leur ai dit, hey, je m'en vais pendant presque 1 an.
T'avais-tu un billet prévu de retour ou non, avec ma voiture parce que j'allais tu partais en auto, parfait. J'allais travailler. Ça donne une flexibilité pour te promener. Absolument. Puis j'avais aussi pas ma green card, mais j'avais un contrat de travail, je pense. Oui, c'est ça. J'avais un contrat de travail pour aller travailler. Un permis ou un contrat de travail? Permis de travail. Oui. Permis de travail pour aller travailler aux États-Unis. Puis j'ai travaillé pour Can-Am Golf pendant presque un an. Et c'est là-bas que Fireburns n'est pas né, mais que mon goût de manger épicé a commencé. Je vous explique. La première étincelle, là, quand tu retournes, quand est-ce que c'est là? C'est là, exactement. Comment ça arrive, cette affaire-là? Un soir de mars, je m'en vais voir un match du Canadien avec un de mes amis qui s'appelait Max. On s'en va dans un bar sportif à Fort Lauderdale. Puis lui, il commande des ailes épicées. Moi, à ce moment-là, je mangeais même pas de poivre, Gilles. Ça donne une idée, hein? OK, 0 épicé. 0. OK. C'est ce qui est très, très drôle aujourd'hui. Parce que c'est ça, oui. Exactement. Et moi, je commande des ailes nature. Puis durant le match, par erreur, en regardant le match à la télé, je pige une aile piquante dans son bol et je croque là-dedans. Gilles, je te dis, j'ai eu une révélation? Sans une révélation, un spark qui a fait aïe aïe. C'est donc ben bon, ça. Et à ce moment-là, le lendemain et des jours suivants, je me suis acheté plein de sauces piquantes aux États-Unis. Et en 2011, c'est en 2013. En 2013, la sauce piquante aux États-Unis, c'est extrêmement populaire. Donc, tu vois qu'il y a plein de marques, il y a plein de sortes. Exactement. Des dérivés de dérivés, là. Mon idée commence pas là. Non, OK. Toi, t'es juste... là, c'est comme, OK, ça, c'est ouais, hot. Ça, c'est bon. Ça, c'est quoi, cette sauce-là? Je connaissais même pas ça. Puis, tu sais, on va se le dire, Gilles, là, mes parents ils avaient la même Tabasco depuis que probablement j'avais 3 ans à la maison. Oui, il y a une goutte par 3 ans. Là. C'est ça. Ouais, t'as pas très... C'est vrai, là, ça a complètement changé. On va en parler. Il y a un virage majeur, là, vers le piquant, mais à cette époque-là, 0. Là, exactement. Donc, à mon retour au Québec, je me mets à travailler au Délice à Lévis. Sur le restaurant? Gros, ça a roulé, hein? Ça roule encore. Ça roule encore. Tu parles d'une machine, toi, cette affaire-là. C'est incroyable. 4 étages de terrasse. T'as dû faire 2-3 pièces là? C'était super bon. Oui, c'est ça. T'avais des heures, puis le j'arrive de la Floride. J'arrive de la Floride, je m'en vais travailler sa terrasse au Délice. J'ai eu du fun. Il faisait ça. Il y a toujours du monde, ça marche. Oui, c'est ça. C'est le même qu'on fait de l'argent pour qu'il y ait du monde. Exactement. Puis je me rappelle, petite anecdote, à un moment donné, je voulais aider les sweeters pour aller chercher des assiettes en bas. Écoute, t'as 3 étages pour descendre puis 4 étages de terrasse. Là. On s'entend, c'est quelque chose. C'est gros en tabarouette. C'est des grosses soirées, là, c'était dur. Mais, puis là, j'ai rencontré une fille à ce moment-là, puis elle me présentait Frank. OK, vous n'êtes pas des amis d'enfance, 0. On s'est connus là. Vous connaissez en haut de 30 ans. Avez-vous le même âge à ce moment-là? Oui, on a quelques mois de distance. Ah, mais mon Dieu. Et en espace de 1 mois, on a décidé de fonder Fireburns. Parce que Frank avait une idée. Moi, j'avais des idées de mon côté. Frank travaillait sur certaines recettes chez eux. Puis là, on s'est dit, hey, crime, on a fait. Par hasard, ça, parce que, en fait, quand elle te présente, c'est parce qu'elle sait. Tu du tout. 0, elle sait rien. OK. Ça n'a rien à voir. OK. Ça n'a rien à voir. Je pensais qu'elle sait que toi, tu tripes. Tu as eu un clash sur le. Pas du tout. 0. OK, c'est bon. Et là, on s'est rencontrés comme ça. Puis on a commencé à parler de sauces piquantes. Puis à travailler sur des recettes. À se parler. On est partis au Saguenay ensemble, un moment donné, faire notre première vraie batch dans un local qu'on avait loué, ish. Mais puis on avait commencé à faire nos sauces là. Mais lui, il faisait quoi? Parce qu'il travaillait dessus. Il travaillait pour son père. OK, parfait. Son père avait la compagnie CTM, tu sais, les communications. Là. Oui. Bon, il a travaillé longtemps pour son père. Maintenant, Mais c'était pas son objectif de vie, là. Pas du tout. Son parascolaire était intéressant, là. Exactement. C'est vraiment... Fireburns, c'est un concours de plein de circonstances. Moi, quand je regarde ça avec un point de vue extérieur, je vois que la vie m'a amené vraiment là, en m'apprenant plein de choses, que ce soit pour travailler pour mon père, chez RBC, en Floride, et ma rencontre avec Frank, lui de son bar, et notre passion ensemble. Et on s'est dit, Gilles, on sera le prochain Tabasco canadien. C'est comme ça que Frank et moi, sur son divan, on a dit, on commence Fireburns. Là, quand vous faites ça, tu sais, il y a quand même 2-3 compagnies là-dedans. Tabasco, t'en parles. Ouais. Tu n'as un paquet d'autres. Oui, on en connaît. Au fond. Tant que tu veux, tu te connais plus que moi. Mais là, je me dis, tu sais comment on est des Québécois ou des gens qui sont pas entrepreneurs dans l'âme ou qui ont peur de tout. Il y a beaucoup trop de monde de même. Êtes-vous malade? Tabasco est là depuis 100 ans. C'est quoi? Qu'est-ce que vous allez apporter de plus? Dans le fond, vous avez dû vous poser ces mêmes questions-là. Oui et non. OK. Je vais te répondre oui, mais non parce que
à ce moment-là, j'étais rendu à un point dans ma vie que je me suis dit, je fais quelque chose pour moi. Avant, je faisais souvent les choses pour plaire, pour avoir... Tu sais, je travaillais pour moi. Tout le monde aime ça. Exactement. J'avais jamais vraiment... Puis, tu sais, je suis très à l'aise d'en parler. Là. Jamais je faisais quelque chose pour moi. 100% pour moi. Là, à ce moment-là, j'ai fait comme un fuck you. Oui, c'est ça, un gros fuck you. OK, on y va. J'ai dit, j'ai fait quelque chose pour moi, puis je vais réussir. Je n'ai jamais eu aucun doute à partir de ce moment-là, Gilles, que j'allais échouer. T'as pas eu de doute sur ton partenaire parce que dans le fond, vous connaissez pas. Vous dites, il faut probablement, quand tu parles de planète alignée, faut que vous ayez pas les mêmes forces. Idéalement, pour bien grandir, il faut que toi, tu sois plus fort dans ta affaire, lui dans d'autres. Lui, c'est plus un produit, je me trompe-tu? Pas vraiment? Marketing, recettes, parce que les recettes, c'est toujours Frank et moi qui l'écrit. OK, donc, parfait. Fais ça en deux. Les recettes de sauce, là, c'est soit Frank ou moi, ou les deux ensemble. Toutes les sauces que vous voyez, c'est soit lui ou moi. OK? Il y en a créé beaucoup. Moi, j'en ai créé un peu aussi, mais c'est vraiment nous deux. La meilleure affaire, j'imagine, vous avez fait... C'est drôle parce que tu parles de création. Quand j'ai fait le zoo et la jungle, à l'époque, on était 3 gars, Alain Dumas, Michel Morin et moi, pour bien s'entendre, parce qu'il y a eu des frictions au début. Puis j'imagine que vous avez fait pareil. On s'est dit, regarde, c'est... Là, que les gens disaient, hey, c'était une bonne idée un matin. C'est qui a fait ça? On s'est dit au début, on a fait des... C'est Zoo ou c'est la jungle. Vous, c'est Firebank. C'est ça. Parce que tu commences à dire, lui, moi, je l'ai eu 4, mais lui, il en a eu 5. Tu sais, tu comprends, ça peut créer une chicane qui n'est pas nécessaire. Frank, tu vois, j'adore ton point parce que c'est une chose que moi et lui, on s'est dit, personne ne va savoir qui a créé quoi. C'est la meilleure affaire. Personne ne sait qui a créé quoi, puis on ne veut pas le dire non plus parce que ça nous appartient, c'est le produit. Pourquoi tu te protèges aussi, Pierre-Olivier, c'est que si tu as un beau succès, bravo, mais si tu te plantes, c'est toi qui l'as fait. Non, mais vous êtes team dans ça, c'est une vraie équipe. Puis c'est toujours Frank et moi, peu importe ce qu'on fait, c'est, oui, moi je suis plus côté business, Frank est plus côté marketing, recettes. Quand je dis recettes, c'est plus au niveau des médias sociaux. Mais c'est vraiment nous deux. Puis tu vois, on se parle à tous les jours. Ce matin, tu vois, on a eu 2 teams parce qu'on voulait se parler de différents projets. Oui, je comprends. Mais c'est vraiment nous. Mais aussi, on a un 3e actionnaire que personne ne sait. C'est mon père. Mon père est rentré dans la business depuis 2018. OK. Mon père est avec nous depuis 2018. Parce que vous avez besoin d'une impulsion ou lui voulait? Parce qu'on avait besoin d'argent. Mais non, mais c'est correct parce que c'est très honnête. Dans le fond, là, mettons que tu veux faire un entrepôt, tu veux faire une grosse usine, hey, ça coûte pas 3 piastres. Là. Ben, Gilles, on va se dire, là, j'ai travaillé pour les banques. Là. On s'en est parlé tantôt. Admettons que je savais que en allant déposer mon plan d'affaires puis mes chiffres, je savais que je me ferais dire non. OK? Donc, ça me donnait rien d'aller voir les banquiers. Je le savais. Tu le savais. Donc, tu connais les règles, tu connais les exigences, tu dis, je suis pas là, ça, je ne pas. On n'est pas rendu là. Puis le monde de la sauce piquante, c'est comme si je t'arrivais avec 2015-2016, la sauce piquante au Québec, là, on va se le dire, c'était très marginal. Oui, en plus. Il n'y a pas beaucoup de monde qui en mangeait, puis c'était très Frank's Red Hot, Tabasco ou de la sriracha avec le bouchon vert. Oui. Ça, tu vois, on en parlera tantôt. Là. Mais on n'avait pas de... on n'avait pas d'argent pour aller aux ambitions, là où nous, on voulait aller. OK. Mais quand tu fais un plan comme ça, est-ce que d'abord, la première chose, quand vous dites on lance ça, puis on espère devenir le nouveau Tabasco, c'est parfait. Mais la première affaire, là, on va s'asseoir tranquillement, on va voir qui fait quoi, qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce que ça nous prend. Dans le fond, c'est souvent ça. Est-ce que vous avez fait ça, tous les deux, dire, si on veut que ça parte, comment? Il faut que tu aies un peu d'argent. Si vous n'avez pas, ça prend soit du love money ou... Première décision qu'on a prise ensemble, c'est que moi, je m'investis à 100%, lui, garder son travail. OK, lui, il garde comme une sécurité, puis toi, tu es 100% là-dedans. La raison pour laquelle on a pris cette décision, c'est qu'on ne pouvait pas s'investir les deux financièrement à cette époque-là. Je comprends. C'était beaucoup trop risqué. Ben non. Frank, il avait un bon travail. Moi, j'en avais pas. Ça s'imposait dans le fond. C'est ça. C'était un choix logique, mais Frank, il a travaillé aussi fort que... OK. C'est pas traîner les pieds parce qu'il tripait. Il devait triper, c'est ça. Ben oui, c'est sûr. Lui, il avait son travail. Puis après ça, on se parlait des enjeux de Fireburns. Puis quand on a commencé, on a commencé à louer un soir semaine le sous-sol du resto chez Boub. Au lac Beauport. C'est là qu'on a commencé à faire nos sauces. Okay. Oui, tantôt, je t'ai parlé. Oui, c'est ça, exactement. Je t'ai parlé du Saguenay, mais c'était une production qu'on a faite là. Mais après ça, on ne pouvait pas aller au Saguenay à toutes les fois. Non. Ce qu'on a décidé de faire, c'est par un contact, on a contacté Louis, il s'appelle Louis, de chez Boub, puis Valérie. Ils nous ont dit, parfait, un soir semaine. On commençait un soir. On faisait la sauce le soir, on l'embouteillait, puis le lendemain, on allait la vendre. L'embouteillette, t'avais-tu ces machines pour embouteiller? Pas du tout, on faisait tout ça à la main.
Et c'est bol. Fait que là, on comprend que c'était pas 100 000 bouteilles par jour non plus. C'est pas grave. Tout. Tu voulais juste faire, OK. Mais on a commencé en octobre, vendre dans le premier IGA, octobre 2015. Donc, c'était le 3 octobre 2015, on a commencé à vendre au IGA Chauveau dans le secteur Le Bourgneuf. C'est là, on avait embouteillé notre première caisse le soir. Le lendemain, on est allé cogner à la porte. Une caisse, c'est-tu drôle, hein? Ouais, c'est ça. Puis comment avez-vous été surpris que ça marche? Comme je t'ai dit tantôt, jamais j'ai douté du projet. Moi, je savais que ça allait fonctionner, OK? Mais l'histoire est c'est que la première fois, j'étais allé au IGA à Chauveau. Le gérant il m'a vu arriver. Il m'a dit tes sauces, viens ici, je vais te montrer. Parce que j'avais parlé, j'ai des sauces à vendre. Blablabla. Il dit, regarde, tu vois le mur? Ça, c'est juste des sauces, ça. Ben, tu vois, j'en ai pas de besoin. Ça a commencé comme ça, Gilles. Oui, mais honnêtement, les gens qui nous entendent ne sont pas surpris non plus. Sûrement pas. Non, tu peux pas, Pierre-Olivier. En réalité, tu sais que ça existe, mais tu sais qu'il y a une certaine vogue, il y a un intérêt. Ouais. Mais il faut que tu me prouves que ton affaire est différente ou elle a une valeur ajoutée. Et là, on retourne à la maison. Oui. Le lendemain matin, on se dit, parfait, on y va. On retourne une deuxième journée, Gilles. La deuxième journée. Le même gars, même gars, il est là, même place. Il me voit au loin, puis là, il vient me voir, il dit, tu sais, PO. Ben, il m'a pas appelé PO, il m'a dit. Il dit, toi, c'est ça. Tes sauces, c'est vraiment cool, ton projet, j'adore ça, c'est vraiment nice, mais j'en ai pas de besoin. Fait deuxième refus, deuxième journée. Parfait. On retourne à la maison. Il n'a pas goûté partout, lui, à ce moment-là. Zéro, OK. Lui, c'est juste, j'en ai assez. Là. Bon, ça. OK. Puis on se rappelle, 3 octobre 2015, Gilles, la sauce piquante au Québec. C'est pas encore la folie. On est les premiers. Donc, tu sais, on s'entend, il n'y en avait pas. Ensuite, on retourne une troisième journée, Gilles. On se dit, crime, là, aujourd'hui, on le comprend. Pourquoi lui? Pourquoi vous tenez stické à lui? Ben, là, ça rappelle, si tu t'es pivarde, c'est pas mieux, là? Ben, c'est une bonne question, Gilles. Parce que c'était le IGA que j'y allais faire mon épicerie. J'habitais dans ce coin-là. Frank aussi. Fait qu'il nous voyait faire nos épiceries. Fait qu'on s'est dit, crime. Il y a plus de chances qu'il y ait une oreille. C'est ça, exactement. Tu cherchais une oreille, toi. Exactement. Et peut-être après ça, un palais. Ouais. Mais la troisième journée, ça s'est pas passé comme je le pensais. Il m'a dit, il me voit au loin, dans l'allée. Je pense, je m'en rappelle, c'est l'allée 3. Je m'en souviens, numéro 3. Là, moi, je crois ça que tu t'en rappelles parce que ça a été marquant, j'imagine. Hein? Je le vois arriver au loin, il me voit, puis là, il s'en vient d'un pas déterminé. Mais plus que d'habitude, avec un petit air un peu fâché, OK? Fait que là, il s'approche de moi, il dit, écoute, je vais te le dire clairement, si je n'ai pas voulu la première journée, ni la deuxième, aujourd'hui, j'en veux pas de sauce, OK? OK, parfait. On a mis ça, c'est clair? Ouais. Fait que là, on retourne de bord, puis on fait qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi on fait avec ça? Fait que là, moi, je dis à Frank, demain, j'y retourne. Puis on lâche pas, puis on y va. Frank, il dit, parfait, on le fait. 4e journée, on y retourne. T'as pas peur d'avoir un 2x4 d'en face? Je me dis qu'il peut pas me faire ça. Fait mais non, je niaise ça. Mais c'est une façon de parler, mais moi aussi, je pensais que ça aurait pu... Tu sais, je me suis dit, crime, ça se peut qu'ils se fâchent encore plus. Là, ou qu'ils disent, ils tiennent en battant, eux autres, il y a peut-être de quoi. C'est ça. C'est ça qui est arrivé. Il me voit au loin, il fait comme... Sacrément, encore vous autres. Dans sa tête, il ça voit doit être ça. ma caisse, là. OK? Puis là, il dit, OK, amène-la à ta caisse, moi, te l'acheter. Fait que ça a commencé comme ça, Gilles. Première vente de la vie de Firebound, c'est là, après la 4e tentative, dans le fond. 4e tentative, puis là, il me dit, parfait. Mais là, PO... Là, avez-vous du visuel pis tout? Pas bien, bien? Rien, on avait juste on n'avait pas d'argent. C'est des bouteilles. Ben, c'est sûr que t'as pas de machine pour imprimer. Ben non. On a acheté des piments, du vinaigre, puis tous les ingrédients. C'est ça notre argent allait pour acheter les ingrédients. La base. Puis louer le local pour faire puis acheter des bouteilles, des étiquettes. Déjà là, imagine-toi, je vais voir l'imprimeur pour imprimer des étiquettes. Crois-tu qu'il me fait un net 30 jours? Il me dit non, paye-moi la facture tout de suite. Tout de suite. Si tu payes pas, je peux pas. C'est ça. Donc, on a commencé comme ça. Mais juste parlons du goût, parce que ça reste quand même le goût. Je sais que vous allez développer au fil du temps d'autres goûts puis d'autres saveurs puis la patente. Mais est-ce que, à part l'idée que vous êtes deux jeunes, pas arrogants, mais pas loin, dans le fond, on veut que ça marche. Dans le fond, peut-être plus déterminé qu'arrogant, c'est plus ça. Mais est-ce que votre produit, quand vous y goûtez, vous y voyez, vous sentez qu'il y a de quoi de spécial, là, ou si vous dites, non, dans le fond, il y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup d'images. Tu comprends ma question? Oui. Ou si c'est le produit qui est extraordinaire, puis tout le monde va tomber à terre. Est-ce que le marketing est plus fort que le produit? C'est ça? Oui, c'est ça ma question. OK. Je serais porté à dire au moins aussi important. Au début, non, parce que personne ne connaissait le nom. C'est sûr que c'était beau, le chien Barney, mais nous, on s'était dit, Gilles, qu'on voulait faire... on voulait
démocratiser le monde à la sauce piquante et le rendre accessible à tous. Ça, c'est la première mission de l'entreprise de Fire Bars. Puis on s'est dit, on va faire un produit où que les gens ils feront pas comme quand ils prennent du Tabasco. La bouche. Le feu est pris, là. Là, on va faire, nous, une sauce que c'est savoureux en premier puis piquant en deuxième. Donc, c'est ça qu'on a décidé de faire dans le produit. C'est de trouver une recette qui fait en sorte que c'est savoureux au-delà du piquant. Pour changer cette vision-là des gens, que manger épicé, c'est pas nécessairement ça brûle, puis ça chauffe, puis que tu vas aller aux toilettes, puis ça va faire mal. C'est zéro ça qu'on voulait faire, nous autres. Mais c'est ça, pareil. Au début, les premières expériences, quand tu vas au Mexique, puis tu te fais pogner, le gars, veux-tu l'essayer? T'es sûr? Oui. Puis là, nous, ce qu'on voulait aussi, c'est, on en parlera peut-être tantôt, mais là, on voulait aussi, dans la restauration, que les chefs utilisent notre produit, puis ça détruit pas sa création. On voulait que ça l'accompagne. On voulait être un rehausseur de goût. C'était ça qu'on voulait au début. Parce que, je veux juste revenir sur le IGA, puis je vais faire un lien. Quand le monsieur il a dit, ben là, PO, c'est correct pour ta caisse, mais en fin de semaine, il faut que tu viennes faire déguster tes sauces. Donc, moi, tout content avec Frank, samedi matin, on s'en vient, on va faire déguster nos sauces. Fait que là, on se prépare du tartare. Ça a commencé la mode des tartares en 2015. Fait qu'on commence à préparer. Et là, les gens commencent à s'attrouper autour de nous dans le IGA le samedi matin. Puis là, ça commence par de la nourriture gratuite, puis après ça, on va voir ce qu'il y a là. Mais c'est souvent le même, hein, tu sais. Ils sont attirés parce qu'il y a de quoi, là. Exactement. Puis je me rappelle, c'est une madame, elle avait fin cinquantaine. Puis là, je suis en train de mélanger le tout. Frank est un peu... Puis je mets de la sauce. Puis là, je me lève la tête et je vois, il y a du monde de 1 et de 2. J'ai une madame qui me dit, est-ce que je peux y goûter en premier? Et là, moi, je fais une face en disant, attends un peu. Là, j'ai du tartare dans une petite cuillère en plastique avec de la sauce. Je me rappelle, c'est de la scotch bonnet. Et là, je me dis, OK, si j'y donne, puis elle n'aime pas ça, les gens... Puis, ils vont tous voir la face. Puis... Ils vont partir, puis moi, c'est fini. OK? Moi, je voyais ça plus gros que ce que c'était. Je comprends. Tu as une crainte. Exactement. Et là, je donne la cuillère à la madame. Et la madame... elle mange, moment de silence, on dirait que le moment de silence a duré 3-4 minutes, OK? Et là, elle se lève la tête, mais c'est donc bien bon, ça. Wow, elle a fait l'effet contraire en fait... C'est ça. Puis là, tout le monde a voulu... Que tu redoutais, mais au contraire, ça a été... OK, là, ça a fait l'effet d'entraînement. J'avais amené une caisse de 100 bouteilles, OK? C'était des caisses de 100. Écoute, aujourd'hui, c'est plus ça. Ça ressemblait à quoi, les bouteilles, dans le temps? Les petites bouteilles, là, c'était... On les a encore, là, les petites qu'on voit dans les restaurants, 53 ml, la même grosseur que Tabasco. OK, les petites Tabasco, je comprends. C'est ce qu'on a dans les IGA en ce moment. Et là, la madame a dit, parfait, j'en veux juste une bouteille. Puis là, tout le monde a pris une bouteille. Cette journée-là, j'ai vendu 48 bouteilles avec Frank. Donc, 48 bouteilles de sauce. Cette journée-là, pour moi, c'était comme, oh mon Dieu, il se passe quelque chose, il y a quoi? Mais là, c'est l'engouement du début, là, on s'entend. Oui, mais quand donc, Pierre-Olivier, quand vous décidez ça, votre plan commence à se préciser, puis vous avez des ambitions élevées, ce qui vous permet de travailler fort, tout ça. Mais est-ce que vous vous dites que il y a quelque chose qui peut vous pouvez avancer, là, vous n'avez pas autant d'argent, puis à un moment donné, il faut que tes bouteilles, il va falloir que tu changes. Est-ce qu'il y a une crainte, là? Bien, il y a une crainte certaine parce que l'adaptation du marché, là, on avait des demandes pour des plus gros formats, on a eu des demandes pour d'autres choses, pour des clients. Fait on a commencé avec 1 IGA, 3 IGA, 5, 8, 12. On est monté jusqu'à 84 IGA. Mais là, j'ai le problème que... puis probablement avec ton fils qui est en affaires, une super belle entreprise. Oui. Émile, c'est ça, hein? Oui, Émile H2 Pro. Oui, H2 il est rendu à Montréal, puis ça se développe beaucoup. Et là, tu te retrouves, tu te dis comment je structure tout ça. Là? Ben oui. Là, je faisais de la sauce le soir, je vendais le jour, Frank faisait ci, moi... Là puis là, mon frère s'est joint à moi. Mon frère il est venu m'aider, Jean Daniel. Est-ce que l'élément, au départ, parce qu'on est encore dans le début, c'est intéressant, est-ce que l'élément, mettons qu'on dit tous les deux, on a une idée, puis on veut faire une machine qui va couper les arbres, les branches, qui va tout faire ça. On sait très bien que la créer, ça va être compliqué. Puis le premier modèle qu'on va faire va nous coûter 1,5 million. Fait que tu sais, il y en a qui font ça, mais c'est un autre game complètement. Mais là, tu dis, on met des petites bouteilles, mais est-ce que vous aviez, dès le départ, regardé les coûts puis la profitabilité, elle va arriver quand? Si vous êtes dit, regarde, on s'arrangera. Parce que, mettons, des piments. Des fois, les piments, moi, sont à 6,99 la livre. Je me dis, tabarnak, excuse, mais c'est cher. Fait que, est-ce que l'élément, ça coûte quoi faire des sauces? Comptait au début ou vous avez dit, on verra après? Je te ramène à mon concept d'université. Là. Ah ouais, donc? Ce que j'ai retenu à l'université. Ben oui, pourquoi pas? C'est bon, c'était bon. En macroéconomie, j'ai retenu 2 concepts, OK, j'utilise à tous les jours. L'élasticité du prix, puis le concept du coût d'opportunité. Moi, c'est des concepts que j'utilise à tous les jours au travail. Et l'élasticité du prix, à ce moment-là, le gérant d'épicerie m'avait dit à quel prix tu veux vendre tes sauces. Moi, j'avais regardé,
Puis là, c'est pas un gros concept scientifique, ce que je vais dire là. Les Tabasco, prix des à ce autres? moment, était à 2,99 à ce moment-là. Mais je me suis dit, moi, je pense que le consommateur, il est prêt à payer 3,99. Puis je connaissais pas c'était quoi le coût de ma sauce à ce moment-là, Gilles. OK? Je savais pas. J'ai dit, on va se placer là, puis on va travailler de l'autre sens pour faire baisser les coûts pour aller à la rentabilité. Okay. Là, si tout le monde m'entend, là, c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire, OK? Quand on part en affaires. Moi, ça a fonctionné, mais je vous conseille pas Il y de a faire une gang que ça marche pas, là. Si ça marche pas. Parce que, tu sais, on commençait tout petit, on a commencé avec un IGA, puis 2, 3, 4, puis après ça, au niveau de la rentabilité, ben moi, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est tous les coûts moyens, le cost d'une bouteille. Ça, c'est ce que j'ai développé comme expertise, puis c'est une passion. Hein? je calcule même mes coûts de mes lunchs chez nous à la maison. OK, c'est une vraie maladie. Une passion, une maladie. C'est une passion pour moi. J'aime beaucoup calculer comment ça coûte. Okay. Donc, à ce moment-là, je m'étais dit, on va se positionner à 3,99, puis on va travailler pour aller chercher du volume pour pouvoir acheter plus de piment, négocier mon prix. Et à la baisse, non, mais ton idée, c'était-tu, vu que j'ai un produit québécois qui est différent, les gens vont être prêts à payer? J'ai eu ça en tête aussi. Oui, effectivement, je me suis dit qu'une pièce de plus, on a on est dans le, tu sais, on n'est pas en haut de 4$, on est pas loin de Tabasco, on va être positionné à côté, fait que les gens vont peut-être porter à l'essayer. Fait que c'était toutes des peut-être, mais aussi, j'avais fait, sans dire une étude de marché, je me suis promené souvent dans les épiceries avant de faire le lancement, puis je regardais les gens consommer. Okay. J'analysais, sans trop très discrètement, je regardais où que les gens se positionnaient pour acheter tel produit, ils se baissaient-tu en bas, ils se penchaient dessus. Comment ils achetaient la Tabasco? Qui achetait la Tabasco? Qui a acheté la Red Hot? Puis c'est toutes ces choses-là que moi, j'ai enregistré. Ça t'a influencé, tu l'as enregistré? Ben oui. Sans me dire, j'ai pas fait de recherche scientifique, puis à me dire, je vais le lire sur le web pendant 3 ans. Ben non. Je me suis lancé, puis je me suis ajusté. Puis avec Frank, l'aide de mon père m'a beaucoup épaulé aussi. Mais calculer comment ça coûtait, on est devenu quand même rentable rapidement. On ne l'a pas dit directement, mais est-ce que c'est une soirée trop arrosée qui vous a amené à appeler ça Firebounds? Parce que quand tu fais un nom anglais, non, mais en niaisant, je haïs pas le nom, mais je me dis, comment est arrivé ce nom-là? Ouais. Ça m'intéresse. Mais des soirées arrosées, il y en a eu quelques-unes pour créer des sauces. Ça, je te l'ai dit au début. Là, moi, je suis sobre. Je bois plus depuis près 15 mois. Là. Okay. Mais avant, on s'en est fait quelques soirées. Je comprends. Vous avez profité de la vie un peu. Là. Au début, on était dans début trentaine, là, 32, 33 dans ce moment-là. Fait qu'on a créé des sauces, Frank et moi, dans la cuisine chez Frank, avec des belles soirées arrosées. Et pour arriver à... c'est que quand on a fait Firebarns, on cherchait le nom, puis on s'est dit, comment qu'on va appeler ça? Puis le chien Frank qui est sur les étiquettes s'appelle Barney. Puis Barney, c'est notre président. OK, aujourd'hui, il est décédé, mais Barney a toujours été proche de nous. Fait que quand on se faisait des petites rencontres chez Frank, il était là. Il est tout le temps à sa chaise. L'inspiration. Okay. Oui, il était là. Il participait au meeting tout le temps. Il venait s'asseoir puis il faisait semblant de comprendre. Mais c'était le fun de le voir aller. Ah oui. Et étant donné qu'on faisait de la sauce piquante en 2015, aujourd'hui, on a une gamme complète. On en parlera peut-être plus tard. Là, mais donc, Barnes, c'est le surnom à Barney. Donc, on a juste mixé les deux. Puis on a fait Firebarns. Ça s'appelle les sauces. Au Québec, c'est les sauces Firebarns. OK. Puis est-ce que c'est des gens qui vous ont reproché d'avoir un anglais? Oui, vraiment. C'est normal. Là. Écoute, je sais pas. Mais faut que tu assumes. Là. Tu le fais. Pourquoi tu le fais? C'est ça. On l'assume. Par contre, on voulait créer un nom générique. Donc, as-tu Firebarns? Tu sais, comme un peu Kleenex. Oui, je comprends. As-tu Firebarns? C'est as-tu de la sauce? As-tu un condiment? On voulait créer juste... Ça se dit bien, ça s'exporte très bien. Oui, Cirque du Soleil, je comprends bien. Mais Firebarns, nous, si tu regardes, ouvre le dictionnaire de la langue anglaise, cherche le mot Firebarns, il n'existe pas. C'est une création, dans le fond. Il va exister en 2 mots, mais nous, c'est un mot complet. Donc, c'est un mot qu'on a créé. C'est ça. Ben, en le faisant comme ça, puis ça correspondait. Puis, tu sais, les gens qui vont critiquer, c'est tout à fait normal. Mais vous, puis l'autre affaire, c'est que les produits, quand tu mets, mettons, une sauce avec chipotle, une sauce, c'est tous des mots qui sont anglais-français. Il y a beaucoup de mots quand tu regardes la dénomination d'un produit. Là. Exactement, comme par exemple Sriracha. C'est une sorte de sauce. Ensuite, ketchup, c'est une sorte de produit aussi. Moutarde, c'est un nom générique aussi. Donc, oui, il y a beaucoup de noms de dénominations qui peuvent porter anglophone ou francophone, mais bon. Est-ce que vous avez eu à vous poser la question, est-ce qu'on fait de A à Z tout ou on sous-traite? Parce que ça, c'est une grosse question quand tu es en affaires. Hein?
Du jour 1, on y a pensé, mais on a pris la décision de tout faire parce qu'on voulait contrôler le produit. Okay. On voulait contrôler nos coûts, je dis beaucoup le mot contrôle, on n'est pas si contrôle freak, mais on voulait vraiment avoir la main mise sur le produit. Pas le laisser à l'externe sur la qualité, etc. Puis à ce moment-là, on ne connaissait pas grand-chose. Puis souvent, quand tu vas dans les grosses entreprises, les entreprises pour sous-traiter ton produit, ils te demandent des minimums. Puis tu sais, à ce moment-là, Gilles, on n'avait pas de gros volume. On avait quelques IGA qui vendaient. Donc, on s'est dit, on va le faire. Puis on a pris... Moi, j'ai vraiment aimé à développer tout le côté usine, puis écouter des vidéos YouTube le soir chez nous. J'en écoutais jusqu'à très tard pour savoir comment améliorer les processus. T'sais, même si on était manuel, à un moment donné, on est devenu semi-automatisé, on a acheté une petite machine là. Mais y a-tu des... Écoute, tu vas comprendre ma question. Mettons, je vais en Allemagne. Y a-tu des mini Fireburns, des compagnies qui sont là en Allemagne, qui font des affaires plutôt locales, nationales, mais qui sont pas ailleurs dans le monde? Si tu te promènes, là, je n'ai pas fait le tour du monde, mais qui aurait pu des inspirations, c'est une catégorie de produits qui est beaucoup axée sur le local régional. Okay. Donc, il y a beaucoup d'entreprises. En Amérique du Sud, on comprend qu'il doit en avoir à tonnes. Exactement. Aux États-Unis, il y en a plein. Des Fireburns, il y en a plein. Mais là où on se démarque, c'est au niveau du branding. Le branding Fireburn, c'est très fort. C'est très fort. C'est vrai que c'est accrocheur. La manière qu'on déguise Barnett sur l'étiquette, le nom, c'est très accrocheur. Fait, on se démarque beaucoup sur le produit, la qualité du produit, parce que Gilles, notre mission maintenant d'entreprise, c'est produire et vendre des sauces piquantes, barbecue, condiments, épices de qualité exceptionnelle et les rendre accessibles à tous. Donc, c'est vraiment... Le côté accessible, c'est-tu le prix? Pas juste le prix? C'est le prix. Okay. C'est le prix. Puis, c'est ça qu'on trouve le plus dur dans ces temps-ci avec l'inflation parce que on est dans une catégorie milieu de prix. Là. Oui. OK? On n'est pas au prix des majeurs, puis on n'est pas au prix des plus chers. On est en qualité exceptionnelle à un prix accessible. Ce qui fait en sorte que là, on se fait coincer avec l'inflation. C'est sûr. Mais on respecte quand même notre mission. On travaille plus fort. Ça vous force à être inventif. Inventif, puis à être produire mieux, plus. Puis c'est drôle parce que depuis que je vous regarde aller, tout ça, puis on est très fiers de votre déploiement, merci sincèrement, beaucoup. Je te le dis. Là. Mais je vois des produits, mettons, je compare pas, mais je peux comparer parce que vous êtes rendu un peu dans la moutarde, dans d'autres choses. À un moment donné, je regardais la moutarde baseball du chef à la cabane, Martin Picard. Puis, tu sais, ce genre de plat, je voyais pas ça à IGA, rien. Puis là, je vois, mettons, ici, sur le quartier, chez Morena. Ouais. Mais là, c'est quasiment 10$, un petit pot de vitre. Je me dis, mais tu sais quoi, je la trouve vraiment bonne. Elle est très bonne. Fumée, tu sais, je l'ai déjà goûté. C'est pas la seule au monde de même, mais là, je me dis, OK, moi, le côté fumé et curry, j'aime bien ça. Comme bien des gens, j'imagine. Puis là, je me disais, les autres, ça donne à part, d'après moi. Quand t'es rendu là, tu as un petit pot de vitre, tu le vois, là? Un petit pot de vitre que nos blondes ont des fois pour leur médicament, ou leur crème, là. Remarque que c'est pas un bon exemple pour les prix, parce que souvent, c'est pas mal plus cher pour les crèmes. Mais là, je me disais, ils font le choix, eux autres, on a un produit d'exception, on est un grand chef, on vend plus cher. Mais vous pouvez pas aller là, 10-12$ pour une... Non, parce que vous n'êtes pas là. Et on en fait de la marque privée pour d'autres. OK. On le dit pas. OK. C'est pas quelque chose qu'on market encore, mais on pourrait le faire pour lui. Puis c'est sûr que quand des biscuits Leclerc, ils en font pour beaucoup. J'adore Monsieur Leclerc. Non, puis les biscuits Leclerc, c'est tout un succès, là. Mais des fois, quand tu parles aux fournisseurs, ils vont dire irrésistible, les produits irrésistibles, le choix du président. Des fois, c'est fait par... autres. Ben oui. Mais tu sais, Monsieur Leclerc m'aide énormément dans mon entreprise. Ah oui? Monsieur genre de mentor ou quoi? Oui, c'est un de mes mentors. Ah, je l'adore. C'est pas le pire, là. Ah, écoute, tu t'en parles, là, puis ça... Il est inspirant. Il est inspirant, puis il est toujours accessible. Je l'appelle sur son cellulaire, peu importe où ce qui est dans le monde. Mais tu ne déranges pas pour rien, tu as une question. Non, c'est sûr, je l'appelle pour une question, puis je le texte avant, puis il est tout le temps disponible. Puis il est venu visiter l'usine, puis petite anecdote, Gilles, puis on a une usine de 15 000 pieds carrés. Vous êtes sur la Rive-Sud, hein? Sur la Rive-Sud à Saint-Étienne. OK. À sortir route Lagueux, et on a une ligne d'embouteillage, c'est automatisé, mais c'est pas robotisé. Je sais que M. Leclerc, lui, c'est une usine, c'est 100% robotisé. Fait que, tu sais, il dit, hey, j'aimerais ça aller voir ton usine. Mais il est venu voir, puis il a bien aimé ça. Mais c'est ça, il me donne un bon coup de main, puis je l'adore. Merci d'en parler. Oui, bien, écoute, j'ai un autre questionnement, il est curieux, mais je pars de la réaction que tu as eue quand tu as dit chez mes parents, une bouteille de Tabasco, ça faisait 15 ans. C'est-tu un questionnement que vous avez en se disant, mettons, ceux qui ne sont pas habitués de manger piquant, finalement, la bouteille de Tabasco est tout le temps pour ses dates dans la dépense, tu comprends? Fait que si les gens n'achètent une bouteille par 5 ans, vous dites, tabarouette, le retour, tu sais, c'est pas comme, mettons, le ketchup. J'imagine un ketchup Heinz, quelqu'un qui le prend.
avoir les gens qui mettent le ketchup dans les frites, tu réussis à en vendre plusieurs par année. Mon point est sur le volume, est-ce que ça vous a inquiété? Ça nous a pas inquiété parce qu'on se disait qu'on voulait faire un produit que les gens allaient prendre à tous les jours. Donc, si on se faisait un produit savoureux en premier, piquant, on allait être un rehausseur de goût, les gens allaient en mettre un petit sur peu les œufs. Il y en a beaucoup. Je vois ça de plus en plus, des gens qui mettent des sauces sur les œufs. Moi, tous les matins, je laisse sriracha sur mes œufs. Donc, tu sais, c'est une habitude qu'on prend. Moi, je mange la sauce piquante, Gilles, depuis 9 ans bientôt, là, à tous les jours. T'en prenais 0 avant, c'est ça qui est drôle? Zéro, puis je suis en parfaite santé. Oui, mais écoute, c'est vieux comme la terre. Ah, c'est ça, mais la Tabasco, ils produisent 306 millions de bouteilles par année. OK? Ils en vendent. C'est-tu le leader mondial? C'est le leader mondial. Okay. C'est une compagnie qui fait un... C'est un exemple pour tous ceux qui, comme vous? 100%. C'est capoté. Moi, j'adore cette entreprise-là. Hey, 154 ans d'histoire. Ils vendent dans, je pense, c'est... Respectant, je dirais, 24... Ben oui. 24 pays. Ils vendent partout. Tout le monde en a une. Gilles, j'ai fait une conférence il n'y a pas si longtemps. Première question que je pose dans la salle, puis il y avait 150 personnes. À main levée, qui a une Tabasco dans votre garde-manger? Tout le monde en a une. Ben oui, une bouteille, c'est ça. Pourquoi? Parce que dans le Bloody Caesar, dans la recette, ou Bloody Mary, Bloody Caesar, dans la recette classique, dans le livre des mixologues, il y a 3 gouttes de Tabasco. Fait que les gens, là, quand ils veulent faire un Bloody Caesar, ils mettent la Tabasco. OK? Puis quand les huîtres ont été devenues populaires, qu'est-ce que les gens mettaient dans les huîtres? 3 gouttes de Tabasco vert. Ouais. Donc, c'est devenu un produit... Référence, dans le fond? Référence avec des plats qui sont consommés au day-to-day. Comment ça marche? Écoute, là, moi, je suis curieux. Hein? Comment ça marche pour... Comment dirais-je? S'inspirer, c'est une chose, parce que ça existe... Comme il y a des sauces qui existent depuis 150 ans, d'autres 80, 90 ans, peu importe. S'inspirer sans copier, sans se faire traiter de copieur. Est-ce que vous êtes assez, j'allais dire, assez petit pour pas vous faire écœurer ou vous êtes surveillé, tu penses? Si tu prenais... Parce que dans le fond, tu as un qui a varié un peu ta recette, c'est pas la même. Là. Ouais. C'est quoi? C'est le moment-là, je veux que tu m'en parles. Mais je pense que les gens, ils veulent avoir... Quand ils achètent un produit, ils veulent... S'ils disent, je vais acheter ton ketchup PO, puis j'ai celui de Heinz, ils ne veulent pas nécessairement acheter un ketchup Heinz Fireburns. Hein. Ils veulent avoir un élément de différenciation. Puis il faut toujours quand même se retrouver dans l'indice de référence. Comme par exemple, le ketchup. Quand on a créé notre ketchup, moi, autour de la table, puis on avait tous nos points, moi, mon élément que moi j'ai amené à la table, c'est sûr qu'il faut que ça goûte le ketchup. Ah ben oui. OK? Il faut que ça goûte le check. Puis on ne soit pas des années-lumière du goût en arrière-goût de ce que tout le monde mange. OK? Donc, quand on l'a créé, c'est ça. Là, maintenant, nous, on met du miel, du sucre de canne bio à l'intérieur. Donc, c'est un élément de différenciation. C'est sûr qu'il est plus cher. Mais ça se goûte. Quelqu'un qui aime ça, il va dire, oh, OK. Tu as un rappel de l'autre ketchup. OK? Puis tu dis, crème, il y a de quoi de nouveau dedans. Un peu comme quand on a créé Fireburn, c'est pas surette vinaigrée comme la Tabasco. Tu as de la saveur à l'intérieur. C'est très savoureux avant d'être piquant. Est-ce qu'il y a un temps, peut-être juste au début ou après, vous vous êtes dit, pour X, Y raison, là, ça arrive souvent dans les gens qui lancent des entreprises, où tu es avec ton chum Frank, tu dis, oh, là, il faut que ça passe, sinon ça peut casser. Y a-tu des moments où, parce que des fois, c'est juste financier, mais tu dis, Caroline, nos idées sont là, ça commence à lever, mais... Là, la banque a appelé hier, puis là, il faut payer, tu comprends, les fournisseurs, puis tout. Parce que quand tu es en train de développer, il faut t'investir. Mais, tu sais, y a-tu eu un moment où là, vous êtes rendu peut-être ailleurs aujourd'hui, mais ça a passé serré, mettons? Oui, je vais être très honnête avec toi, Gilles. Quand on est parti, on est rentré dans la nouvelle usine. OK. Fait combien d'années, une couple d'années, ça? Ça va faire 5 ans. OK, bientôt. On est rentré le 30 janvier 2020. Il y a de quoi qui s'en venait après, hein? Il y a de quoi qui s'en venait, Fait qu'on a fait le déménagement, la transition de l'ancienne usine à la nouvelle usine. Puis, OK. Pendant un mois, fait que tout le mois de février, on a fait cette transition-là. Donc, 29 février, on commence à produire dans la nouvelle usine. Qu'est-ce qui est arrivé 14 jours plus tard? On ferme tout. Moi, dans la semaine avant, je venais de faire les transferts de paiement, de payer tous les fournisseurs. On venait d'investir quelques millions avec les machines, etc. Donc, on venait... Là, c'est pour la première fois, Gilles, qu'on venait de... Premièrement, c'est la première fois qu'on avait du financement, puis première fois qu'on avait des prêts. Donc, on a commencé en 2015. Puis fin décembre 2019, on a commencé à avoir du financement. Avant ça, c'était mon père qui a fait les investissements avec son argent, puis il nous a prêté de l'argent. En fait, j'aime bien dire, Gilles, il m'a prêté de l'argent. Parce que c'est prévu que ça se rembourse. Oui, mais c'est correct, ça. Hey, j'adore ça.
Moi, quand t'es tenu, écoute, je veux juste te faire une petite anecdote, mais tu vas comprendre. 81, 82, t'étais très jeune, probablement. Moi, ma première voiture, t'es né en quelle année? 82. OK, bon. En 81, 82, les taux d'intérêt, tu as peut-être entendu parler à la consommation entre 15 et 20 Exact. On était là. Moi, je voulais changer de taux. Je voulais pas changer de taux, mais mon père et ma mère, un drôle de hasard, prennent ma voiture. J'avais un vieux Dodge Dart que j'avais patché avec mon frère. Puis là, ils vont faire l'épicerie, ils ouvrent le coffre, puis en fait, les ressorts de l'auto sortaient dans le coffre. Fait que là, mon père a dit, c'est un char, tu vas te tuer avec ça, tu vas aller t'acheter un char, un Honda Civic en 81-82. Puis là, lui, dans le fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a fait un prêt. On a signé une entente. Puis moi, là, j'ai vu que j'étais content qu'il me prête. Même, j'aurais refusé. Normalement, j'aurais comme imposé. Non, là, tu t'en vas, tu es à l'université, puis tu vas travailler, ça te prend un char qui a de l'allure. Fait que, il m'a prêté de l'argent, on a fait une entente, puis je me rappelle, j'ai payé ça en dedans de 2 ans, j'étais très fier. Je travaillais comme un cave pour y rembourser. Mais, tu sais, en même temps, ton père, tu le vois comment c'est important ce qu'il a fait pour vous. 100%. Mais en même temps, si tu avais donné de l'argent, c'est pas la même chose. C'est pas la même affaire. Puis moi, je suis très fier de toi. Tu t'es engagé auprès de lui à respecter ce qu'il est puis ce qu'il fait pour toi. Ça, c'est fantastique. C'est drôle parce que ma mère a été en affaires avec mon père. Ils ont travaillé ensemble. Puis ma mère, elle m'a appelé parce qu'elle voulait parler avec la contrôleur ce matin. Puis elle n'était pas disponible. Puis il fallait qu'elle arrange quelque chose parce qu'elle m'a dit Pierre-Olivier. Quand elle m'appelle Pierre-Olivier. Quand c'est PO, Pierre-Olivier, c'est plus sérieux, ces moments-là. Oui, maman. Là, notre nouvelle année financière, parce que les autres, ils ont leur compagnie de gestion, est reportée au 31 décembre, puis ça change sur les paiements d'intérêt que vous nous devez. Là, il faudrait que vous fassiez l'ajustement. Puis là, elle me parlait de toutes les... Mais là, elle me parlait des intérêts. Moi, ce que je trouvais formidable là-dedans, c'est comme, c'est le fun. C'est le fun, tu sais, je paye mon père il a cru en moi. Parce que personne, à ce moment-là, il aurait cru. T'as mieux payer ça, autrement dit, à ton père puis ta mère, que de payer ça à la banque, dans le fond. Tu sais, moi, les gens me disent, pourquoi ton père t'a pas juste donné d'argent? Je dis, non. C'est une fierté de dire, puis oubliez pas, là, mon père, là, il m'a prêté de l'argent quand personne croyait à ça. Ou bien, personne croyait dans mon projet. Lui, il a mis de l'argent. Puis il a mis pas juste... 3 piastres, là. Il a mis 200 000 piastres. Ouais. Tu comprends? C'est de l'argent, là. Oui. Mais est-ce qu'il comprenait ou il avait confiance en toi? D'après toi, la première variable? Il m'a dit, le premier 100 000 qu'il m'a prêté, il avait dit à ma mère, puis ça, il me l'a dit il n'y a pas si longtemps, il a dit à ma mère qu'il avait pris peut-être en considération qu'il perdrait. Il s'est dit, je peux vivre si je perds 100 000. Il dit, ça c'est pas fou. Il dit, ça se peut qu'on y prête, puis c'est pour son projet. Mais il me l'a dit plus tard. Là, aujourd'hui, on le rembourse, puis ça va bien. Mais moi, ce que j'aime, c'est payer. Parce qu'il m'a fait plusieurs prêts. C'est des prêts tout le temps à coût de 25 000. Ouais. Là, on en a payé un, on en paye un deuxième. Moi, je trouve ça le fun. Parce que sans lui, on n'aurait pas pu aller là. Puis non. Puis c'est un bon homme d'affaires. On lui a donné des actions au début, en échange de ce prêt-là. Fait que c'est un bon deal pour lui aussi. Oui, ça peut être un bon deal. Il y a une bonne... mais en même temps, tu sais, sans lui, t'es pas là. Exactement. Fait que, puis on n'aurait pas pu faire nos investissements. Quand est-ce que toi et Franck, à un moment donné, vous êtes dit, là, aujourd'hui, ou cette semaine, ou ce mois-ci, là, on peut dire que Firebound, ça va perdurer, c'est parti, puis on est... Parce que là, j'ai parlé des moments plus difficiles, mais y a-tu un moment où tu as dit, là, c'est sûr, on y va? Je vis avec le sentiment... Le stress tout le temps, non? Je vis avec le sentiment, à tous les jours, je dois faire quelque chose pour faire réussir l'entreprise. OK. Je peux pas... C'est pas fou. J'ai pas ce... Non, parce que c'est comme s'asseoir avec un cigare dans le bureau, ça marche pas, là. Ça marche pas. T'es pas de même. Tu dis, il faut que je m'assure de... Exactement. Puis la journée que je pense que tu t'assois, c'est là que tu fais, ouf, OK, c'est temps que tu t'en ailles. Tu vends ton entreprise ou tu laisses ta place. Est-ce que vous êtes condamné à innover, à ton avis? Parce que là, je sais que vous avez plein de produits, on va en parler tantôt. Mais est-ce que c'est le genre de business où tu te dis, peut-être pour 2 raisons, tu peux me dire parce que nous, on a besoin de faire de nouvelles affaires créées pour pas être juste dans... Ou parce que le marché est fait qu'il faut ouvrir? Je pense t'es condamné à innover dans l'industrie alimentaire. C'est sûr que tu as tes produits de base ou ce que tout le monde va acheter. Mais ton pain et ton beurre, pour l'instant, c'est quoi? Le produit, il y en a-tu un qui est plus fort que ça? Il y en a un, mais je dirais qu'il y en a 3 principalement. Qui sont majeurs. Dans 3 catégories différentes. OK. Je te dirais la sauce burger, la sriracha, puis une des sauces barbecue, la poulet côte levée. Qui s'appelle maintenant Texas, là, mais c'est les 3 produits
qui sont en avant de Fireburns. La sauce originale n'est pas très loin. Là. Tu sais, je te dirais, le top 4, là, on disait tout le temps, notre aliment partant à nous autres. Notre aliment partant, c'est les produits qui fonctionnent le plus, mais tu n'as pas le choix d'innover. Tu n'as pas le choix d'amener de nouvelles affaires, une nouvelle façon de... Faut que tu trouves quelque chose, le prochain condiment, faut que tu trouves faut que tu cherches tout le temps c'est quoi que le client veut. Mais nécessairement, c'est pas tout le temps, c'est pas si simple que ça. Surtout dans un contexte, en ce moment, hyper inflationniste, qui fait en sorte que les gens achètent un prix. Ah ben aujourd'hui, une évidence, c'est que les gens vont toujours manger. Ils vont aller à l'épicerie. D'ailleurs, il y a beaucoup de restaurateurs qui trouvent ça dur parce que quand tu as à choisir entre faire une épicerie, je donnais un exemple récemment, je parlais à ma blonde, je dis, regarde, il y a une femme qui marchait avec une autre amie, puis je comprenais ce qu'elle voulait dire, mais elle dit, elle est allée chez Walmart. Elle me contait ça, pas à moi, elle me contait à son ami, mais j'étais à côté, j'attendais ma blonde. Fait qu'elle dit, je suis allé chez Walmart, puis j'avais 8 cuisses de poulet pour 20$ dans un emballage. C'est comme ça, 20$, 8 cuisses de poulet. Puis elle dit, je suis allé d'un restaurant de poulet, manger une cuisse de poulet avec le repas, puis ça m'a coûté 24$. Hey boy. Fait que tu sais, à un moment donné, bon, vous le vivez, vous autres aussi, là, ça coûte moins cher, puis tout. Fait que tu sais, t'as à t'imposer, mais t'as à respecter ce que les... Tu sais, c'est pas simple. Là. C'est vraiment pas simple. Puis nous, notre mission, comme je t'ai dit tantôt, c'est avoir un produit où les gens peuvent l'acheter. Démocratiser ça. C'est ça. Puis c'est important pour nous. Puis avec les équipes, c'est tout le temps la même chose. Quand on parle d'augmentation de prix autour de la table, est-ce que ça respecte la mission d'entreprise? Est-ce qu'on peut... C'est quoi l'impact négatif si on fait ça? Est-ce qu'on peut, avant tout, de penser à une augmentation, de regarder dans notre cours les coûts? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux dans notre entreprise? Qu'est-ce qu'on peut devenir plus lean? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi négocier avec nos manufacturiers avec qui on travaille pour nos matières premières? Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on fait avant d'augmenter parce que, Gilles, on a fondé en 2015, OK? On a fait une augmentation de prix depuis 9 ans. Juste une, puis c'est en 2000. Mais vous avez été plus efficace dans votre production. Hein, quand je te parle, on a commencé un prix puis on a travaillé à l'inverse, là. Mais la sauce originale qu'on a commencé en 2015, elle a eu une augmentation qui est à 4,29 aujourd'hui, puis elle était à 3,99 en 2015. Donc, seulement 29 cents d'augmentation en 9 ans. Je veux te parler de ce qui me semble une opération archi-personnelle qui vous a fait connaître. Tu as fait des interventions, on parlait avec Jeff Fillion, tu as fait des interventions à la radio, des journaux, des entrevues, tout ça, mais je pense que c'est important au total. Je sais pas qu'est-ce que ça a donné, mais exemple, revenons à IGA, le premier IGA. Après ça, le gars, s'il est satisfait, le gars à qui vous avez parlé à Chauveau, il en parle à un autre, là, de bouche à oreille, puis la patente. Quand vous rentrez dans un restaurant, je sais que vous êtes dans un restaurant normandin, je l'ai vu. Aussi, avec Jean-Julien. Jean-Julien, c'est ça. Mais tu sais, les autres, ils sont tous sollicités, tu penses? Pourquoi ils vous prennent plus qu'un autre? Oui, des contacts, mais en même temps, il faut que tu fasses une bonne impression, il faut que tu vas. Fait que, est-ce que tu dirais que toi, je sais pas si Frank est plus ça, mais j'ai l'impression que tu es un bon vendeur. Il faut que tu reconnaisses tes qualités, puis est-ce que c'est toi qui va dealer ça? On fait les deux, OK. Mais comme l'histoire avec Jean-Julien, j'ai vraiment une anecdote. Est-ce qu'on a le temps? Parce que on a toujours du temps. OK, parfait. Il n'y a pas de temps au podcast, ça peut durer 2h30. Tu n'as jamais écouté Joe Rogan? Toi, des fois, c'est 3h30. Fait que non, mais non, ça va très bien. Parfait. Tout va bien. Ce matin-là, j'avais un rendez-vous. J'avais croisé Jean-Julien à Radio X. OK. Puis il m'avait dit hey, ça serait le fun qu'on se rencontre. Moi, je suis comme oh, tabarouette. Moi, je suis comme OK. Je vends dans quelques points de vente. Jean-Julien veut me rencontrer. Ils ont une idée. C'est une machine, ça, Normandin? Ça marche-tu? 44, tu vois, là. 44 restaurants. C'était. Puis un des le directeur général. Là, la famille Brie qui a lancé ça, je ne sais pas si c'est Brie, mais ça a été mon prof à l'école. Parce que j'étais à l'école d'entrepreneurship, puis ça a été un de mes profs. Bref. Puis ce matin-là, je produisais de la sauce, de la Scotch Bonnet ce matin-là. Puis c'est moi qui le faisais. Et j'avais un rendez-vous à 11h avec Jean-Julien. Puis là, tu dis crime, il ne faut pas, je suis en retard. Idéalement, il faudrait que j'y aille. Là. Donc, je fais de la sauce, il est rendu 10h. Puis là, je suis très excité à ce moment-là. Puis je suis en train de faire la sauce, puis j'ai le broyeur dans les mains. Puis je suis très excité, puis je me dis, faut pas que j'arrive en retard. Puis là, je me dis, il fallait que je fasse une autre tâche, et le broyeur lève dans les airs et la sauce revole partout. J'ai de la Scotch Bonnet d'en face partout, sur mon gilet. Et là, je vois le temps. T'as perdu la recette au complet, c'est ça? Pas nécessairement au complet, mais c'est juste que là, t'es mal pris pour le. Tu mettons que tu fais dans ton robot culinaire, puis là, ça lève, je comprends. ça revole partout. Exactement. Ben, mais là, c'est à grosse échelle, puis là, j'en ai partout. Si t'as pas le temps de te laver, c'est sûr que tu sens le vinaigre. Là. C'est ça. Et là... je te vois, t'es tout beurré. J'ai de la Scotch Bonnet partout, puis là, je regarde l'heure, puis je veux pas arriver en retard.
je peux pas arriver en retard, t'as une chance. Puis là, faut que tu décrives comme on dit. Exactement. Fait que je me lave et je me rends pas compte que j'ai encore des piments en face. Et j'arrive chez Normandin. Comme ça, là. Avec des morceaux de piment. Je me suis comme essayé de me nettoyer. OK, mais tu n'avais pas le temps de prendre une douche, aller chez vous, zéro. OK. Je voulais être à l'heure. Puis je m'en vais au bureau chef de Normandin. Sur Bastien, sur le bois Bastien? OK, c'est ça. Et là, tu sais, à ce moment-là, tu souffres un peu du syndrome d'infériorité, un peu. Parce que tu dis, crime, t'arrives chez Normandin, c'est une institution. Puis là, toi, tu vends de la sauce piquante. Puis tu connais ta réalité, là. Et d'entrée juste que tu dis que tu viens d'avoir un petit problème à l'usine? Je m'en vais okay, là. Ouais, je descends. Et là, la personne à l'entrée, elle m'amène dans la salle de conférence. Gilles, je te dis, là, quand je me suis assis dans la salle de conférence, j'avais l'impression que la table avait 2 km de long, tellement j'étais impressionné. Tu sais, le gros N de Normandin en arrière. Là, je suis hyper impressionné. C'est normal. Je suis assis tout seul dans la salle de conférence et là, tu as 4 personnes qui arrivent, dont Jean-Julien et son équipe. Tout le monde est là. Et moi, j'ai encore de la scotch bonnet d'en face. Et là, Jean s'assoit puis il me dit T'as quelque chose ici. Et là, je prends mon téléphone et je me regarde et j'ai de la scotch bonnet un peu partout dans la face. Fait que là, et là, faut que tu dises la vérité, ben oui. Là, j'ai dit, écoutez, messieurs, j'ai fait un dégât avant de m'en venir, puis je voulais pas être en retard. Puis, c'est pas de problème, PO, viens-t'en. Ça fait une belle approche, puis c'est réaliste. Ben ouais, comment ça, essayer de couvrir ça? T'as eu la cave aussi. Exactement. Puis là, tu sais, cette anecdote-là a fait en sorte qu'on a parlé de ça avant de parler d'autres choses. Puis à la fin, ils m'ont dit, crime, ça serait le fun d'avoir des sauces dans à cette époque-là, c'était les 41 Normandins. OK. Vu qu'on parle de distribution et de consommation, il faut qu'on parle du layout, de la présentation dans les magasins. Ça doit être important. Ouais. J'imagine, tu dis que tu regardais la hauteur où les gens regardent, le prix. On a tous... moi, tu sais que j'ai dans mes podcasts, j'ai un gars comme Luc Dupont, professeur de marketing. Luc, il va dire les couleurs, tout ce qui est important. Puis il dit, Costco, c'est l'exemple parfait où ils veulent toujours avoir des quantités qui sont différentes des autres. D'abord, pour que les gens puissent pas savoir c'est quoi le prix de revient, parce que tu as toujours 750 000 eux autres, ils veulent 900. Donc, il faut que tu fasses des calculs, les gens. Bon. Fait que, tu sais, puis chacun a sa particularité. Fait que, est-ce que il y a un Normandin aurait pu dire on veut des produits de telle grosseur que vous n'avez pas, mettons? C'est ça. En fait, pas tant? Oui. Ils nous ont demandé comme si on pouvait faire une plaquette différente, mais à cette époque-là, on était tellement petits, Gilles, qu'on ne pouvait pas s'adapter. Je comprends, non. Mais j'aurais fait n'importe quoi pour Normandin. Je comprends. C'est à cette époque-là. Puis même aujourd'hui, j'ai eu une rencontre il n'y a pas si longtemps avec Jean. Ils sont contents, eux autres, ça va? Oui, ça va bien. Puis on travaille sur d'autres choses, d'autres projets ensemble. Puis tu reviens à Costco, puis Luc Dupont. Oui. J'adore l'écouter. Puis un jour, j'aimerais ça y parler et savoir qu'est-ce qu'il pense de Fireburn. Ah oui, ça serait on peut régler ça un jour, on va essayer. Je t'inviterai au moins à être ici quand lui va être là. J'aime bien ça, écouter ça, surtout dans le temps du Super Bowl. Mais c'est un king. C'est un des profs. C'est un prof que je veux faire une petite anecdote. Il le dira pas, lui, mais à l'Université d'Ottawa, lui, c'est des salles de 200-250 personnes. Puis parce que, il y a du monde assis dans les escaliers. Là. Tu vois pas ça souvent. Tout le monde veut faire son cours. J'aimerais ça savoir, toi, ta sauce Fireburn, c'est laquelle? Ta préférée? J'ai aucune idée. Je sais, non, moi, ce que j'aime, c'est chipotelé. Là, je sais pas. Là, j'ai la sriracha. Ouais, la sriracha. Ça, j'aime ça. Je trouve que, pour moi, c'est un compromis. C'est-à-dire, sriracha sur... mettons, c'est quoi l'autre qui est comme... tu vois des petits piments dedans. Là. La sambal oleg. OK, ça, pour moi, des fois, c'est trop raide. Là. Ouais. Trop fort. Mais alors que sriracha, je trouve que c'est un... Je sais pas comment c'est fait. Toi, tu sais probablement plus que moi. La vôtre, est-ce qu'elle est inspirée directement de l'autre? Parce qu'il faut, comme tu dis... Quand c'est du ketchup, il faut que ça goûte du ketchup. Ouais. Si tu fais de la sriracha, il faut que ça goûte. La sriracha. Mais tu vois, nous autres, on s'est dit, on ne veut pas faire comme l'autre. On voulait, l'autre sriracha, la Houffong, était axée beaucoup sur le sucre, l'ail. Nous, on voulait qu'elle soit plus vers vinaigrée, un peu dans l'essence des sauces Fireburns. Puis c'est la fermentation lactolactique. Hein. Chez nous, tu devrais voir les entrepôts. T'es devenu chimiste, toi, là, avec... Non, t'as pas le choix, un peu, non, mais... Apprendre, un peu. Comprendre. Nous, on fait faire une portion de nos récoltes ici au Québec. Donc, à chaque année, on a 150 000 des piments, tu penses? 150 000 livres de piments qu'on fait pousser dans la région de Saint-Damas, en Montérégie, qu'on entrepose à nos entrepôts chez nous. Si tu viens, Gilles, à l'entrepôt, tu vas voir qu'on a un entrepôt plein de barils où les piments fermentent pour donner le goût de la sriracha. Donc, c'est OK, ça, c'est important. OK, on connaît pas ça. Là, mais... Puis, c'est un point de vue où on veut garder aussi un point de vue local du produit puis contrôler tout ce qu'il y a dans nos sauces piquantes, là, les piments forts, s'assurer que c'est de la qualité. Trouve le baril. Ça fait une différence selon toi? Oui. 100%, parce que c'est pas... on contrôle le produit. Puis on sait exactement j'allais dire les saveurs et la... Je cherche le terme en français. Mais dis en anglais, on va le comprendre.
s'assurer que le produit il est toujours conforme pour avoir toujours le même goût. Oui, OK. Ça, c'est important pour nous autres. La stabilité du goût, puis je comprends très bien. Qu'est-ce qui compte le plus pour bien vendre? Est-ce que c'est, je te suggère, le nom, l'emballage, Je serais porté à dire le nom maintenant. Le brand est très fort. Les gens aiment beaucoup le brand. Tu sais, là, maintenant, on vend partout au Canada, Gilles. On vend dans... Écoute, je pense que c'est 6 ou 7 bannières partout au Canada maintenant. Marchez-vous avec les gros, mettons, comme vous avez fait IGA, vous êtes encore là. C'est Sobase. Est-ce que Sobase ailleurs? OK. On vend 7 produits Sobase national. Donc, coast to coast. Puis des fois, est-ce qu'il y en a qui veulent des exclusives? Vous êtes chez Sobase, on aimerait mieux que vous ne soyez pas chez President Choice, mettons. C'est très dur de négocier de ce côté-là. Ouais, hein? C'est pas facile, mais tu sais, nous, on a une offre qu'on veut amener, puis on leur explique. C'est tout dans la communication, de la manière qu'on leur amène nos points, puis ils comprennent où qu'on veut aller, puis on veut amener à changer le... Mais en même temps, du ketchup, il y en a dans tous les dépanneurs, partout, là. Ça, c'est un monde qui est très dur à pénétrer, le ketchup. Le ketchup, c'est très dur parce que Heinz est très fort. Très fort, puis ils veulent pas nécessairement... Ils protègent ils veulent pas laisser leur place dans les tablettes. Puis, tu sais, c'est correct, on respecte ça. Puis, tu sais, en 2020, on a pris une décision que les gens nous connaissent beaucoup sur la sauce piquante, puis un peu barbecue. OK. Et là, on a décidé de... Maintenant, ça s'appelle Fireburns, la marque. Donc, brand. Fireburns brand, parce qu'on a des épices. On a des condiments, donc ketchup, moutarde, et on a des maillots épicés. On a aussi une sauce burger. On a les sauces piquantes. On a les sauces barbecue. Puis on a les produits asiatiques qui comprennent la sriracha puis la sambal olek. Okay. Fait que là, on a une gamme complète de produits. Fait que on est rendu une famille de produits. Est-ce que vous avez été copié depuis que vous êtes là? Certains de vos produits? Pas obligé de nommer des noms, là, mais ça se peut pas que les gens ne se sont pas inspirés un peu de vous. Parce que je vois plein de marques québécoises. Je me dis, Caroline, ça ressemble. Je trouve ça le fun, Jeff. Voyons. Gilles, c'est pas grave, ça me dérange pas. Hier, tu veux juste en podcast. Non, mais aucun stress. Gilles, tu sais, moi, je trouve ça le fun de voir ça parce que la compétition, c'est sain. Puis n'avoir, c'est bien. Je trouve ça le fun de voir depuis qu'on a lancé Fireburns en 2015, il y a plein de compagnies de sauces piquantes qui poussent. Peut-être qu'il y en a qui fonctionnent moins, d'autres plus. Mais je trouve ça le fun, ça l'amène à les gens à consommer, à découvrir le monde du piquant. Parce que c'est un beau monde. Mais tu parlais de Fireburns, mes marques préférées. Moi, j'aime ça avoir 3, 4, 5 affaires différentes. Un plus à lime, un plus. J'aime ça comme ça. Selon ce que à l'ail plus, selon ce que je mange. Exactement. Par feeling. C'est pour ça qu'on a 7 sauces piquantes, une sriracha et une sambal olek. C'est là-dedans, tu as plein de saveurs avec des degrés de piquant différents, comme la rhum chipotle tequila lime, c'est 2 sur 10. Ouais. Original bacon, 4 sur 10. Scotch bonnet 6. La Ghost 8. Puis on a une Scorpion à 9. Et qui sait, l'année prochaine, Gilles, on va avoir 10 ans. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose de nouveau pour les 10 ans. On sait jamais. On sait jamais. Mais vois-tu, je te parle de mini-frustration personnelle. Moi, j'aime bien, je ne sais même pas si vous le faites. Si tu me dis oui, ça veut dire que je vous suis pas assez. Mais moi, j'aime le ketchup piquant. Puis tu sais quoi, la plupart, écoute bien ça, c'est pas une blague. J'ai même vu qu'il y avait de la moutarde baseball, la moutarde jaune ordinaire, piquante. Mais l'affaire, c'est que j'ai dit au gars, vous n'avez pas. Puis là, il me dit, on n'en a pas. On sait que, mais on n'en vend pas. Je dis, si vous n'avez pas, vous n'en vendrez pas. Mais je me suis avec un gars qui était gérant d'un magasin. Mais moi, puis à toutes les fois, je vais chez Maxi pour certaines affaires, je vais là, ils n'en ont jamais. Je vais chez Provigo, ils n'en ont jamais. Puis est-ce qu'il y a de vos produits qui peuvent vivre ça? Ils n'en ont pas parce qu'ils sont soit trop demandés ou ils se vendent pas assez? Comment ça marche? Gilles, en 2020, on a sorti le ketchup et la moutarde épicée. Puis finalement, ça n'a pas été un succès. Donc, ils sont pas fous, ceux qui me disent ça. Il n'y a pas grand monde qui n'achète. Okay. Je suis tout seul sur la terre. Non, il n'y a pas assez de monde. Mais je suis convaincu qu'on ressortirait le produit aujourd'hui. Jeff, ça serait très différent. On n'a pas le... À ce moment-là, je pense que les gens n'étaient pas prêts à avoir des condiments épicés. Et là, on n'a plus, mais si on avait là, je pense que ça serait très différent parce que les gens, ils nous en parlent. On reçoit beaucoup de courriels encore, on dit hey, il est où le ketchup et la moutarde épicée? Mais on n'en a plus. Mais gars, je dis comment mon fils me réglait ça. Là. Il prend, mettons, les Fireburns que j'aime, il prend du ketchup ordinaire, puis il en met dedans, il fait le mix. C'est ce qu'on Ben là, regarde, c'est ça que c'est. Ben parce que la recette est très simple, Gilles. Le ketchup épicé, la manière qu'on l'a fait, c'est notre recette de ketchup qu'on a aujourd'hui. Oui. Plus. La sauce originale, vous mélangez. Puis ça fait notre ketchup. Tu fais ton blend que tu veux plus piquant au moins. Prenez la moutarde. Ouais, même chose. Et la sauce originale, mélangez ensemble, ça a été notre produit qu'on a fait. Est-ce que Fireburns est autonome du point de vue développement actuellement, comme par exemple le marketing des ventes à l'interne, tout à l'interne? C'est ça qui est le fun. Puis c'est ma plus grande fierté, je pense, depuis que je suis en affaires. Là. On est rendu entre 20 et 25 employés chez Fireburns. On a un département contrôle qualité, on a le marketing à l'interne, on a une équipe de vente.
on a l'équipe de production. Je trouve ça le fun de voir ça. On est beaucoup à l'interne, mais aussi tout notre développement canadien qu'on fait, c'est fait avec une... C'est fait à... Je le dis-tu? Je peux-tu le dire? C'est ça que je suis en train de me dire? Oui, OK, je vais le dire. Cette année, on a signé un contrat avec... ça s'appelle Best Brand, qui est un courtier alimentaire. C'est un courtier qui existe depuis 25 ans. Oui. 2016, tu te rappelles, Saint-Hubert a été acheté par Recipe. Oui. OK? Gilles, Recipe, ils ont plusieurs bannières, ils ont plusieurs chaînes de restaurants comme Saint-Hubert, Harvey's. Il y en a Montana's dans l'Ouest, oui, c'est ça. Chalet Suisse. Oui. Chalet Suisse, ici, c'est pas populaire, mais c'est populaire au Canada anglais. Puis, il y a 25 ans, ils ont développé des produits au détail, puis ils ont créé une compagnie qui s'appelle Best Brand, qui est ils se représentent eux-mêmes au détail. Okay. C'est comme un courtier alimentaire. Okay. C'est eux qui font Bonne Maman. Tu sais, les confitures Bonne Maman? Ben oui. C'est eux qui, il y a 23 ans, ils ont développé Bonne Maman au Canada. Je pensais que c'était Français de France à la base. C'est français. Ça l'est, c'est ça. Mais c'est eux autres qui s'occupent de la représentation de Bonne Maman au Canada. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que depuis plusieurs années, c'est Saint-Hubert qui contrôle, qui est à la tête de Best Brand. Et on s'est fait approcher par eux l'année passée. Puis on a négocié. Puis maintenant, on est distribué par eux autres. Ça aide, ça donne une swing. C'est tellement le fun d'être avec ces gens-là. Le Giron, hein? Saint-Hubert, c'est une institution qui est oui. Mais on est dans leur équipe de développement. Donc, c'est pas nécessairement Saint-Hubert les restaurants. Il faut démêler les deux. Tu as Saint-Hubert restaurant, puis Saint-Hubert. Je sais parce que tu sais que j'ai fait la famille Martin, un podcast. J'ai bien écouté. Ouais. Puis c'est assez clair quand tu as dit nous autres, on touche pas à ça, puis c'est un peu tannant. Là. Il y a plusieurs restaurateurs qui trouvent ça plate. C'est pour ça que ce que tu vois au Normandin, avec les frigidaires qui vendent, les autres, ils sont autonomes 100%, mais pas Saint-Hubert. Fait que quand tu rentres au Saint-Hubert, t'as pas le congelé de toutes ces affaires-là. Exactement. Parce qu'ils n'ont pas une scène là-dessus. Ça. Ben, c'est une autre façon. C'est deux. Puis les sauces en épicerie, tout ça, c'est pas eux autres non plus. Alors, nous, on est dans leur équipe de courtage. Donc, pourrais-tu vous demander de faire des produits? Oui, absolument. Ça, c'est le fun aussi. C'est des choses qu'on peut faire. Puis, tu sais, on en fait de la marque privée, on en fait pour d'autres. On fait juste pas le marketing, qu'on le dit. Ouais. Mais là, on vient de finir des investissements. On vient d'investir 1 million dans l'usine. Le déploiement est en train de se faire en ce moment. Puis, on avait une capacité qu'on pouvait faire, grosso modo, dans une journée de 3000 litres de sauce. OK. Là, on va être capable de le faire à l'heure. Oh! Ouais, là, on passe à un autre niveau. Donc, tu sais, faire de la marque privée, on va être capable d'en faire. C'est quoi le développement le plus logique pour vous? C'est-tu le reste du Canada, les États-Unis? Je sais que vous êtes en Europe, mais je me dis, ça me semble plus compliqué l'Europe. Peut-être que je me trompe, là. L'Europe, par la distance, mettons. Oui, c'est ça, mais l'Europe a été une super opportunité. Ça arrive comment? Mais conte-moi l'histoire un peu. L'année passée, il y a 3 ans, on était au Ciel à Montréal. Il y a 2 ans. On était au Ciel à Montréal. C'est comme un gros foire food show. OK, parfait. C'est un food show où toutes les compagnies qui vendent des détails, mais il y a des pavillons, on pourrait dire, les pays de l'Italie. J'ai même vu l'Irak. Okay. L'Irak avait un pavillon où des compagnies de l'Irak qui viennent montrer leurs produits. Okay. Donc, c'est à Montréal. C'est le 15, 16 et 17 mai cette année. Okay. Une année, c'est à Toronto. Une année, c'est à Montréal. Et là, vous étiez allé, dans le fond? On était là en 2022. Et on est en train de défaire notre kiosque à la dernière journée. Puis il y a un client qui arrive et dit « Hey, les Québécois, j'aimerais ça avoir votre produit. » C'est la dernière journée, on est en train de défaire notre kiosque. Puis là, moi, je m'étais dit « Écoute... c'est qui ça? Donc, tu sais même pas ça. Je me suis dit, OK, parfait. Je me suis dit, bon, ça va mourir dans l'œuf. Je ne veux pas être défaitiste, c'est juste que des fois, dans des foires comme ça, tu as plein de livres, puis finalement... Tu as des pédaleurs aussi à travers. Tu as des vrais, puis tu as des pédaleurs. Bon, et à ce moment-là, le monsieur dit, ben, je rentre en France ce soir, je t'envoie mes informations au début de semaine prochaine. Comme de bonne, je reçois toutes les informations. J'envoie ma liste de prix. 4 semaines après, il m'envoie un PO d'un container. Oh, tabarouette, OK. Il était sérieux. Il travaillait-tu pour des grandes chaînes françaises? Intermarché ou n'importe même, non? Ben, lui, c'est un courtier. C'est un importateur. Okay, il importe des produits qu'il revend à des distributeurs. Okay? Il croyait beaucoup, puis il s'était promené, puis il avait vu des marchés au Québec, que Fireburn était beaucoup présent, il avait aimé les produits, ils les avaient achetés, ils les avaient goûtés. Fait que ça a été une super bonne opportunité, mais avant d'aller plus loin dans le développement, juste ça prenait l'usine avec la capacité de production qu'on faisait ça. Parce que sinon, tu peux te planter facilement. Hein? C'est pas capable de répondre, mais non. C'est ça. Puis il faut que tu répondes à tes clients en premier. Si tu fais une publication, dis hey, maintenant, je vais aux États-Unis,
tout le monde, tous tes clients au Canada voient tes réseaux sociaux. Et là, s'ils te voient vendre aux réseaux sociaux, puis toi, tu n'es pas capable de livrer au Canada, ça n'a pas l'air sérieux. Là. Pierre-Olivier, j'ai eu l'impression, prenons l'exemple de Heinz, parce qu'il est très connu. Heinz, le ketchup Heinz, l'impression que moi j'ai de l'extérieur, c'est qu'ils ont été 80 ans à avoir juste du ketchup Heinz. C'était parfait, peut-être la sauce chili, mais tu sais, il n'y a pas de temps. Mais là, ils ont ouvert la machine. Est-ce que c'est dans ce domaine-là, vous le faites, vous aussi, mais est-ce que c'est ça la nouvelle affaire? C'est que tout le monde ouvre la machine puis offre des produits différents? Je crois que Kraft, ça a explosé quand il y a eu une fusion entre Kraft et Heinz. Parce que maintenant, ça s'appelle Kraft Heinz. Hein? OK, je savais pas. Ouais, donc c'est les deux ensemble maintenant. Donc, effectivement... Ils ont poussé un peu plus, OK. Puis tu sais, ils ont une multitude de produits. Même Tabasco, Gilles, là. Va sur le site de Tabasco, là. Ils ont des bonbons. Ils ont des... OK, on ne sait même pas, là. C'est ça, ils ont du popcorn. Je pense qu'on a compté une centaine de produits que... Même, ils ont des sauces barbecue. Tu savais-tu que Tabasco font des sauces barbecue? Zéro. Ben, on les a pas ici. On les a pas ici. OK. Mais ils ont aux États-Unis. Mais je pense à l'image, puis les formats, puis tout, tu dis, bon, vous avez quelques grosseurs de formats, puis tout ça. Mais je sais pas pourquoi, parce qu'on parle de Tabasco, à un moment donné, je sais que je suis allé au restaurant Sam du Château-Frontenac avec ma blonde. Puis il y avait une mini bouteille de Tabasco. Ouais. Vraiment, tu sais, c'est laquelle? Mini. Je me suis dit, j'ai trouvé ça cute. C'est très cute. Je l'ai ramassé, j'en ai pas besoin cette fois-là, mais j'ai dit, Caroline, je trouve ça, ça doit coûter les yeux de la tête, faire une petite affaire de même. Je sais pas, là. À mon avis, ça coûte aussi cher ça. Une grosse? Que sa bouteille de Tabasco. Aucun doute pour moi. C'est la même chose. Mais ça veut dire que c'est Fairmount qui te demande. T'es d'accord? Marketing, ça. C'est Fairmount qui demande ça, d'avoir de quoi? Probablement, ou parce que ça se met bien. Je pense qu'ils ont une paille qui met le petit Tabasco pour aller dans le Bloody Caesar. OK, ils servent de ça aussi. Oui, c'est très marketing. Mais si tu avais une opportunité ou un client, vous pourriez le faire. Mais... Oui, on est capable de s'adapter aux clients. Mais c'est sûr que maintenant, ça prend le volume. Nécessairement, on ne peut plus faire... Tu sais, on a tellement de SKU, Gilles, là, que oui. à cette heure, là, quand on veut rentrer un nouveau SKU, un nouveau SKU, c'est un produit ou c'est une nouvelle bouteille, un nouveau format. Ça prend des consultations d'équipe parce que c'est plus comme avant. Là. Avant, on faisait, on lance ça la semaine prochaine. Mais là, c'est plus ça. Là. Est-ce que le distributeur, le fournisseur, le magasin peut dire non, il y en a trop? Là? Bien, ça se fait longtemps d'avance. Okay. Si on veut rentrer un nouveau produit, là, faut t'aviser. C'est 6 mois d'avance. Donc, les innovations qu'on voit dans les supermarchés, là, ça se fait 6 mois, 1 an d'avance. Est-ce qu'on peut dire que les Québécois mangent plus épicé qu'avant? Est-ce que c'est propre aux Québécois ou c'est partout dans le monde? J'aime beaucoup faire le parallèle avec le monde des microbrasseries. Excusez-moi. Le monde des microbrasseries. Tu te rappelles les microbrasseries? Comme il y a Archibald. Oui. Il y avait... l'Inox au départ. Inox, Unibrou. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de microbrasseries. Puis là, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Ouais. C'est un peu ça qui est en train de se passer dans le monde de la sauce piquante. Moi, je compare, j'avais dit à mon père en 2015, la sauce piquante, en 2015, aux États-Unis, un jour, la vague s'en vient ici. Puis, nous, on veut être prêts quand ça va arriver. Puis, c'est ce qui est en train d'arriver. Donc, moi, je compare vraiment ça au monde de la sauce J'ai mangé trop piquant. Non, je comprends, puis ça arrive. Mais c'est ça. Puis là, aujourd'hui, les gens mangent beaucoup plus épicé. C'est ça que j'aime voir. C'est les gens, aujourd'hui... Puis c'est un peu ça qu'on s'était dit, nous autres, on voulait changer la façon de consommer épicé au Québec, puis que les gens mettent ça au day-to-day dans leur lunch, dans leur plat. Puis c'est ça qui arrive. Puis ça me fait plaisir de voir que les gens ils nous écrivent ou bien qu'ils nous parlent sur la rue puis ils nous disent « Maintenant, depuis que j'ai goûté à vos produits, je mets ça dans tous mes plats. » Là, Pierre-Olivier, s'il arrive une étude scientifique à un moment donné puis qui nous dit c'est très mauvais de manger épicé, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il n'aura pas. Parce que ça n'arrivera pas, hein? Ça n'arrivera pas. C'est vieux comme la terre, hein? C'est ça. Puis comme je disais, moi, je mange épicé depuis 9 ans, tous les jours. Moi, il ne m'est jamais rien arrivé. J'ai jamais été obligé d'aller aux toilettes très rapidement. Mais souvent, j'essaie de défaire les mythes, de dire que manger épicé, c'est pas bon. Effectivement, il y en a que si c'est trop acide ou ça peut avoir des complications pour eux. Il y en a qui peuvent pas manger épicé, puis c'est correct. Oui, ben oui. Puis ça, c'est normal. Mais manger épicé, c'est bon pour la santé. Tu sais, les épices de base, prenons le sel et le poivre, c'est le plus cliché de l'affaire. Les médecins disent tout le temps, le poivre, c'est pas si grave. Le sel, on sait que ça peut faire monter la pression, tout la patente. Mais tu sais, comme tel, est-ce que dans les sauces, il y a
Mettons que si je décortique, y a-tu plus de sucre que de sel? Dans les sauces piquantes, il n'y a pas de sucre. Dans nos sauces piquantes, il y a 0 sucre. Un petit peu de sel, mais c'est très, très marginal. Les sauces piquantes, c'est super bon pour... Nos sauces piquantes sont peu caloriques, très peu de sel. C'est très bon pour la santé. Nos sauces barbecue, on utilise beaucoup jamais pas de sucre blanc. On utilise principalement de la cassonade et la mélasse. Donc, on peut contrôler les sucres pour avoir des bons sucres à l'intérieur. Est-ce que des clients qui vous écrivent en disant « Oui, c'est bon, mais c'est pas assez piquant ». Il y en a qui aiment toujours ça plus piquant, plus, ça arrive-tu? Bien, c'est une excellente question parce que au début, comme je t'ai dit, nous, on faisait des sauces piquantes pour que ça soit savoureux avant le piquant. Oui. Et on avait ce genre de commentaires-là. Puis nous, on s'est dit... Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben, on va leur créer des sauces plus fortes. Donc, on a créé la Ghost puis la Scorpion, 8 et 9 sur 10. Donc, pour les gens qui aiment vraiment manger épicé, ils sont servis à souhait. Mais ça reste quelque chose de plutôt partielaire. Là. C'est pas aussi fort que... Puis, il faut se rappeler et les rendre accessibles à tous. Donc, on veut vraiment que les gens mangent épicé, qu'ils l'essayent. Parce que si tu commences avec la Ghost, là, puis tu veux faire un coup avec un de tes chums, ben, c'est sûr qu'il ne sera pas porté à manger épicé, hein? Parce que ta papille, nécessairement, elle se rappelle la dernière fois que tu as mangé épicé. Fait que à chaque fois que tu manges un peu plus épicé, c'est moins dur pour ton palais. Mais on fait vraiment des sauces pour tout le monde. Au fil de votre développement, est-ce qu'il est arrivé que vous fassiez des petites visites incognito des compétiteurs, voir comment ils font leurs affaires pour comprendre, améliorer vos méthodes, des processus de fabrication, de commercialisation, d'emballage, de distribution? Ça se fait-tu, ça? Ou... Ben, nous, Frank et moi, peut-être qu'on est un peu des bébites à part, là, mais on s'est dit qu'on se mettait des œillères et on faisait ce qu'on voulait. Ben, ce qu'on pensait qui était le mieux pour l'entreprise, puis on fonçait en avant. Alors, regardez ce que la compétition fait. Vous n'aviez pas le temps, de toute façon? Ben, c'est quasiment ça. L'Europe, tu en as parlé un petit peu tantôt. Est-ce que je présume que vous, votre développement, l'étape suivante, c'est de sortir du Québec, dans le fond? Vous l'avez déjà fait, mais je veux dire, poussez ça. Oui, c'est parce que la vision d'entreprise, là, quand tu viens chez Fire Barns, tu ouvres le guide du collègue, là, la vision, c'est un jour, on sera partout sur la planète. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. On veut vraiment que Fire Barns soit déployé partout sur la planète. C'est vraiment le rêve ultime. C'est ce qu'on fait actuellement. Puis, tu sais, j'étais à Paris. Ouais. J'étais à Paris en mars pour justement, puis c'est le fun. Tu arrives dans un supermarché, tu vois de la Fire Barns, puis tu vois quelqu'un qui l'achète. Imagine-toi le sentiment de fierté. Là, c'est le fun dans ta barouette, oui. Mais l'objectif, c'est peu importe ce que je vais aller dans le monde un jour, j'aimerais ça retrouver de la Fire Barns partout. Est-ce que vos contacts, mettons, vous avez un contact en Europe, en France, est-ce que c'est cette personne-là par qui vous allez passer pour essayer d'aller dans d'autres pays? Parce qu'il est mieux placé que vous, dans le fond? Lui, il est concentré France. France. Donc, là, on travaille pour développer. On a un partenaire en Italie qu'on travaille actuellement avec lui. Les Anglais sont-ils forts, les Britanniques? Exactement, parce que M. Leclerc... J'ai l'impression, oui. M. Leclerc, il vend beaucoup en Angleterre. Okay. Donc, c'est un bon contact, ça aussi. C'est un bon contact, mais je crois, puis on ne s'est pas encore penché là-dessus sur l'Angleterre, mais on travaille vraiment avec l'Europe parce qu'il y a même les Français, les Français font leur bouffe. Ils cuisinent beaucoup, hein. Ils font leur sauce, ils font leur mélange à épices, mais là, on voit une tendance où que ça change. Puis c'est le fun de voir ça. Manque de temps? Probablement. Là, vous en allez où? La prochaine étape, c'est le développement, puis vous autres, dans le fond, c'est de pas concrétiser, mais vous assurer que tout ce que vous avez mis en place marche, dans le fond, c'est ça? Là, sur quoi qu'on travaille actuellement, c'est faire vivre nos produits, parce qu'on a tellement lancé de produits dans les 4 dernières années. Là, il faut les faire vivre. C'est pour ça, cette année, qu'on a pris la décision qu'on ne sortait pas de produits. Le seul produit qu'on a sorti, c'est la Sambal Olek. On l'a sorti à la fin de l'année 2023. Mais c'est la seule chose qu'on a décidé de faire pour laisser vivre nos produits, parce que beaucoup de monde ne sait même pas qu'on fait des épices. Beaucoup de monde ne sait même pas qu'on fait du ketchup et de la moutarde. Donc là, notre objectif, c'est faire vivre le produit partout au Canada et continuer à faire grandir la marque. Puis est-ce que c'est probablement voulu, mais je remarque que, mettons, la bouteille de moutarde, elle peut ressembler à une bouteille de moutarde qu'on a déjà vue. La sriracha avec le petit bouchon vert. Remarque qu'il n'y a pas de copyright là-dessus, j'imagine? Non, pas du tout. Ça aurait été fou de ne pas le faire, quasiment? Ils l'ont sur la couleur, leur Pantone de vert. OK? Mais nous, on a notre Pantone à nous. Donc, ça, c'est pas grave. C'est la couleur. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que les gens se retrouvent, même s'il y a un petit clin d'œil, on veut que les gens se retrouvent.
ne se posent pas trop de questions en disant hey, c'est quoi ça? On veut que les gens disent OK, c'est du ketchup. Ah, ça, c'est de la moutarde. Ah, ça, c'est de la sriracha. Fait que c'est un bon point que tu remarques là. Ben écoute, merci beaucoup d'être passé, c'est gentil. Écoute, on apprécie de voir votre envol, puis on vous souhaite succès à tout ce que vous espérez. Firebounds! Hey, merci beaucoup, Salut. Gilles. Je m'excuse pour les tout sautements que j'ai eus, mais ça arrive.